Bonjour chers amis. Eh bien aujourd'hui nous allons voir comment rédiger un souvenir autobiographique. Et bien sûr, je vais vous montrer un sujet du bac dans lequel on a demandé un souvenir autobiographique pour que vous sachiez que ce n'est pas une fantaisie, ou bien on peut vous demander de raconter un souvenir autobiographique parce que vous avez la boîte à merveilles qui est un roman autobiographique. Et le sujet c'était par exemple l'académie de Shawiya. Les noms ont changé, les noms des académies ont changé, d'accord? Aujourd'hui on n'appelle plus comme ça, on dit je crois Casa, Shawiya, quelque chose. Bon alors maintenant, comme beaucoup de jeunes, il vous est arrivé de contester, ne pas accepter la décision d'un adulte, votre père, votre mère, quelqu'un d'autre. Racontez cette expérience et exprimez votre point de vue sur le rapport entre les jeunes et les adultes. Alors, oui, donc... bien sûr, essayez de voir, d'accord, vous pouvez arrêter la vidéo comme toujours et essayez de voir où est l'assertion, où sont les consignes, qu'est-ce qui nous est demandé. Moi, bien sûr, je passe. Et l'assertion, c'est, comme beaucoup de jeunes, il vous est arrivé de contester la décision d'un adulte. Donc, c'est ça. Donc, l'assertion nous donne comme thème la contestation des décisions des adultes. Bien. Alors, les consignes. Vous voyez, on vous demande d'abord de raconter cette expérience. Et je puis vous assurer dès maintenant que à peu près les 2/3 de votre sujet, ce sera raconté. Et le 1/3, bien un peu moins, sera l'expression de l'opinion. Donc, le gros de votre sujet, ce sera de raconter cette expérience. Bien sûr, on veut raconter, mais un souvenir, mais en respectant les caractéristiques de l'autobiographie. Donc, alors, on doit avoir en même temps les caractéristiques de l'autobiographie et du récit. Bien, alors, ceux qui n'ont pas encore vu ma première leçon sur la boîte à merveilles, qui est une introduction, d'accord? Dans cette introduction, on va expliquer les caractéristiques de l'autobiographie. Ici, je vais vous montrer comment réaliser ces caractéristiques, d'accord? Et lorsque vous aurez fait les deux choses qu'il y a ici, plus le reste bien sûr, mais lorsque vous aurez exécuté les deux choses qu'il y a là, donc vous aurez vraiment marqué comme genre de votre récit, le genre autobiographique. Donc, alors, la première chose, c'est le contrat autobiographique. Et le contrat, on a dit, on parle de la bonne mémoire, ou bien on parle d'un souvenir qui ne s'oublie pas, ou bien on établit un contrat direct en disant, ce que je vous raconte est la stricte vérité. Donc, regardez ici, il est des souvenirs, bien sûr, vous êtes, ceux qui m'écoutent en général, ce sont de bons ou bien d'excellents élèves. Donc, c'est une expression française qui peut dire il y a. Donc, il est, il y a. Donc, il est des souvenirs qui restent à jamais gravés dans la mémoire. Donc, je veux dire ici, ce souvenir ne s'oublie pas, d'accord? Donc, celui que je vous raconterai en fait partie. Donc, alors, cette expression, c'est pour dire que le souvenir que je vous raconte est un souvenir inoubliable. Et puisque je parle d'un souvenir, le mot souvenir établit le contrat. Pourquoi? Parce que le souvenir, c'est quelque chose qui s'est passé. On ne se souvient pas de quelque chose qui émane de notre mémoire. Bien, alors, et le début de la situation initiale. Normalement, j'aurais dû laisser le début de la situation initiale jusqu'à plus tard, mais c'est pour voir comment ces deux choses marquent le contrat autobiographique. Donc, alors remarquez, ici, je parle de la mémoire. Ici, je commence à raconter. Bon, c'est quoi une situation initiale? Une situation initiale, c'est le début du récit avant que les vrais événements du récit ne commencent. Alors, on a le temps, on a le lieu, on a les personnages et on a surtout ce qu'on appelle l'équilibre.
L'équilibre signifie simplement la vie normale des personnages. Donc, pourquoi partons de vie normale? Parce que lorsqu'on veut raconter quelque chose, ça doit être quelque chose de spécial. Je ne peux pas raconter quelque chose de normal. Je ne peux pas dire, par exemple, ce matin, je me suis réveillé et je suis allé à l'école, la leçon a été bonne, le professeur très gentil, nous sommes sortis à midi, je suis rentré chez moi, d'accord? Mais si je raconte ça à quelqu'un, il va se dire, mais pourquoi il me raconte ça? D'accord? Parce que il n'y a rien de spécial dans ça, c'est ta vie normale, donc tu ne racontes pas ta vie normale. Quand, bien, lorsque tu vas raconter quelque chose, viens que je te dise quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose de vraiment spécial. Alors, l'événement perturbateur, la deuxième étape du récit, c'est en vérité le vrai commencement du récit. Ici, c'est simplement on met le lecteur dans ou bien l'auditeur, celui qui nous écoute, on le met dans la situation. C'est pourquoi on l'appelle situation initiale. Donc, on le met dans la situation, on lui dit, cette histoire, elle démarre dans un décor comme ça. Parce qu'on parle du décor du démarrage, pas du tout le récit. Donc, cette histoire commence dans ces circonstances-là. Voilà le temps, voilà le lieu, voilà les personnages, et voilà ce qu'ils faisaient. D'accord. Bien, alors, ici, on a le contrat, et regardez, ici, on a le présent plus le futur simple. Il est raconté. Et ici, on passe à l'autre système de temps, on passe à l'imparfait. Avec l'imparfait, il y a surtout le temps du passé simple. Alors, passé simple, imparfait. Ici, présent, futur simple. Si vous revenez à la leçon et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous demande de la voir avant cette leçon, ou bien de voir cette leçon, de la voir et de revoir cette leçon. Bien. Alors, maintenant, le système ici, c'est le système du discours. Et ça montre que les événements se passent au moment de l'écriture. Ce qui est dit ici, ça montre que c'est l'auteur qui est en train de parler. Parce que toi, aujourd'hui, tu vas devenir un auteur et un narrateur. Tu es un auteur adulte, normalement tu es devenu grand et tu commences à raconter quelque chose qui s'est passé lorsque tu étais au lycée. D'accord? Alors maintenant, tu es une personne adulte, tu as déjà travaillé pendant 30 ans, ou bien 40 ans. Bien, alors, et ici tu es jeune, très jeune. On va choisir ici pour ce récit l'âge de 16 ans. Ici par exemple c'est l'âge de, je sais pas, 40, 50 ans, peut-être 60 ans. D'accord? Donc, et tu veux faire part de ce que tu as vécu aux autres. Alors ici, ce que tu dis ici, ce sont des choses que tu exprimes qui montrent que ce que tu dis ici, il a une relation avec le moment où tu écris. Mais ici, ça a une relation avec le souvenir, avec les événements du souvenir, c'est le passé. Donc ici, c'est l'adulte, et ici, pour vous, c'est le jeune. D'accord? Parce que déjà, 16 ans, tu es presque sorti de l'âge de l'adolescence et tu es entré dans l'âge adulte, mais tu es encore très jeune dans l'âge adulte. Alors ici, c'est l'adulte et ici, c'est le jeune. Bien, alors on a la double énonciation aussi. Ce système de temps, les temps du discours, présent, futur simple, passé composé, futur antérieur, plus que parfait, ce sont des temps qui marquent la situation du discours. Ici, tu as passé simple, imparfait, conditionnel présent, conditionnel passé, plus que parfait, c'est un temps commun aux deux. D'accord? Donc, ces temps-là, ce sont des temps du système du récit. Le récit, c'est l'histoire. Ça veut dire que ça se passe au moment où se passent les événements de l'histoire. Et le discours, c'est l'énoncé, c'est ce que tu dis. D'accord? Alors, le discours, ça montre que ces choses se passent au moment de l'écriture. Et on a bien sûr le double je. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis ici je, comme ici je, ce je-là qui est en train de parler, celui qui est en train de parler, c'est l'adulte, c'est celui qui est en train d'écrire. Et lorsqu'on va avoir jeu ici, parce qu'il reste la description du lieu, des personnages, et le reste de l'histoire, il y aura beaucoup de jeux. Donc, alors, les jeux qu'on aura dans cette deuxième partie, ce sont des jeux du narrateur. Et on a la double énonciation, bien sûr, on vient de l'expliquer. On a le système du discours, et on a le système du récit. Bon,
Alors, voilà le début de ton histoire. Tu parles de tes bons souvenirs, ou bien tu dis aux personnes qui t'écoutent que tu vas leur raconter la pure, la stricte vérité, ou bien tu leur dis que tu as une excellente mémoire et tu n'oublies jamais rien. L'un des trois choix ici, et tu passes ici pour décrire la journée. Et dans une quinzaine de jours, je vais faire une leçon pour le niveau de 3e collégial. Cette leçon, c'est le récit. Et dans cette leçon, je vais traiter cette partie avec plus de détails. Je vais vous montrer comment faire des descriptions des jours et des nuits, d'été, d'hiver, d'automne et de printemps. Même chose pour les lieux, même chose pour les personnages. Il y aura plus de détails dans tout ça. Alors, parce que cette leçon, pour vous, c'est une seule leçon, et pour eux, je vais la diviser au moins en 2 leçons, bien, parce que c'est leur expression écrite de base. Ils vont raconter un récit le jour de l'examen. Donc, je dois leur faire plus de détails, et bien sûr, je dois supprimer cette partie qui est relative à l'autobiographie. Bien, alors, la maison dans laquelle j'habitais alors était composée de 3 chambres. Donc je viens ici de décrire le lieu. Notez, j'habitais dans le passé. Et si tu dis j'habite, c'est la maison dans laquelle tu habites au moment de l'écriture. Bon, peut-être que tu habitais, je ne sais pas, peut-être à Essaouira lorsque tu étais petit, et que maintenant tu habites à Qalat Srarna par exemple, d'accord? Alors, tu habitais à Essaouira, maintenant tu es à Qala. Si tu dis j'habite, c'est à Qala, c'est le moment où tu écris, tu es à Qalat Srarna. Mais si tu dis j'habitais comme ici, c'est à Essaouira lorsque tu étais enfant. Vous avez compris maintenant le jeu et le jeu. Si tu dis j'habite, c'est l'auteur adulte, c'est le narrateur adulte, l'auteur qui parle. Et si tu dis j'habitais, c'est l'enfant qui parle. Ou bien, pour vous, c'est le jeune qui parle. Bien, alors, pour la situation initiale, il faut décrire aussi les personnages. Car, bon, lorsque tu parles de toi-même, tu peux faire ta description physique. J'étais un jeune enfant aux yeux comme ça, tu peux faire ça, ou bien tu peux donner d'autres informations. J'étais un jeune élève de 16 ans, suivant mes études au tronc commun, section sciences, où j'avais, c'est-à-dire dans cette section, j'avais des difficultés en mathématiques. Donc, l'histoire qu'on va faire, c'est que toi, tu as des difficultés en mathématiques, tu veux faire sciences d'économie. Pourquoi? Parce que tu es moyen en mathématiques, ou bien tu es un peu plus que moyen, et tu veux faire sciences économiques parce que tu es très bon en langue française et en anglais, et avec les mathématiques qui sont moyennes et le bon niveau dans le français et dans l'anglais, tu peux faire une excellente carrière si tu fais sciences économiques. Alors, maintenant, on va voir que dans ce texte, ton père va s'opposer. Il va te dire non, je n'accepte pas, tu dois faire sciences maths. Bon, alors, toi, bien sûr, tu vas contester cette décision. Et regarde, tu dois contester cette décision. Car tu ne dois pas accepter cette décision. Tu dois te battre pour faire sciences maths. Mais sciences économie. Mais ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? Ce que tu ne dois pas faire, c'est te montrer impoli. Tu dois te poser, rester ferme, ne pas céder, mais en étant poli. Même si ton père devient un peu brutal ou bien violent dans la parole, ou bien, d'accord, donc c'est ton père alors. Bien sûr, tu n'es pas un esclave de ton père. Il y a des personnes qui nous tracent les choses comme ça. Ils te disent que tu es l'esclave de ton père. D'accord, mais tu n'es pas l'esclave de ton père. Tu as le libre arbitre. Tu peux choisir. Donc, les décisions de tes parents, elles doivent être prises en considération. Tu dois écouter ces décisions et bien y réfléchir. Mais à la fin, tu dois décider toi-même, d'accord? Donc ça, c'est une personne vraiment équilibrée. Une personne qui accepte toutes les décisions de ses parents, c'est une personne faible. Et une personne qui se montre impolie avec ses parents, c'est une personne ingrate.
Ok, j'espère que le message est clair et j'espère que vous allez le suivre. Maintenant, j'ai dit, ton père va s'opposer, on va passer maintenant, il nous reste... oui, on revient en arrière un petit peu, d'accord. Bien, alors, il nous reste la situation d'équilibre. Donc, je viens de vous expliquer au début de cette leçon que on a une situation d'équilibre, on a la vie normale. D'accord. Mais maintenant, on va passer à une vie spéciale. Quelque chose s'est passé qui ne se passe pas tous les jours. D'accord. Alors regarde, la vie normale, c'est pas une vie heureuse. Ça peut être une vie triste. Je vous ai donné l'exemple d'un élève qui vous raconte sa journée qui est tout à fait normale. Mais si un élève vous dit, bon, je suis allé à l'école, pendant que le professeur écrivait, un morceau de craie est venu frapper le tableau. Quelqu'un a jeté cette craie. Et le professeur s'est retourné et je ne sais pas pourquoi, il m'a tout de suite accusé. D'accord. Et les choses se sont envenimées, je me suis retrouvé chez le directeur, ensuite on m'a demandé à mon père de venir et je suis vraiment dans l'embarras, d'accord. Alors je dois le dire à mon père ce soir. Si vous raconte ça, d'accord, vous allez l'écouter. Mais attention, si c'est un élève qui fait ça tout le temps, il est tout le temps en train de se disputer avec les professeurs, oui. S'il vous raconte ça, ça ne va pas vous paraître quelque chose de vraiment intéressant, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est sa vie normale à lui. C'est pas une situation spéciale. Ok, lui, il fait ça tout le temps, donc lorsqu'il vous raconte ces choses-là, ça ne vous paraît pas intéressant, ça vous paraît habituel. Alors, je me préparais à remplir mon formulaire. Formulaire, c'est la feuille qu'on vous donne pour choisir l'orientation, bien sûr, vous connaissez. Donc, c'est pour choisir ce que vous voulez faire, sciences maths, sciences physiques ou bien sciences économiques. Donc, alors, toi, tu te préparais à donner ce formulaire à ton père. J'avais opté pour les sciences économiques. D'accord. Donc tu nous expliques que... D'accord. Donc c'est ça, c'est ta vie normale. D'accord. Tu es donc... Qu'est-ce qui va venir après? Bon, je m'excuse. Je crois que j'ai oublié de vous dire que pour la situation initiale, qu'est-ce qu'on a? La situation initiale... Nous sommes toujours dans la situation initiale. J'ai cru que j'étais passé à l'événement perturbateur, donc pardon. Alors, pour la situation initiale, le temps de conjugaison essentiel est l'imparfait. Pourquoi? Parce que vous avez des descriptions, et les descriptions, on utilise l'imparfait pour les descriptions. En français, tu dois utiliser l'imparfait pour les descriptions. Et la situation d'équilibre, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre des situations qui s'étendent dans le temps, durables, non bornées, non limitées. Comme par exemple, tu commences à raconter, tu nous dis, reprenons l'exemple d'Essaouira avec Qala, je vivais à Essaouira. D'accord. Donc ici, tu parles de quelque chose qui s'étend dans le temps, qui n'a pas de fin. D'accord. Au moment où tu racontes, c'était encore réel. Et ça venait d'un peu plus profond dans le passé. Alors, bien sûr, l'action durable en français aussi, on utilise l'imparfait. Le passé simple, c'est pour montrer que c'est fini et que c'est bref. Quand si tu dis je dînais, c'est-à-dire tu étais encore en train de dîner, quelque chose allait se passer pendant le dîner. Mais si tu dis, conjuguant avec il dîna, le passé simple, si tu dis il dîna, ça y est, plus rien ne peut plus se passer pendant le dîner parce que le dîner est fini. Lorsque tu dis il dîna, le dîner est fini. Et si tu dis il dînait, le dîner est encore en cours. Bon, si tu dis je vivais, la vie est encore en cours à Essaouira. Elle va être coupée par l'événement perturbateur. Ensuite, la troisième chose, c'est la répétition. Tu peux, par exemple, pour raconter une histoire, tu nous dis, je vivais à Essaouira, j'allais tous les jours à l'école. Donc, j'allais tous les jours à l'école, c'est une répétition d'action. Alors, regardez, lorsqu'on a une action répétée, ou une action durable, ou une description, c'est toujours l'imparfait. C'est pour ça que le temps de base, le temps essentiel qu'on trouve dans la situation initiale, c'est l'imparfait. Bien, alors, maintenant l'événement perturbateur. Tout d'abord,
il y a un indicateur chronologique qui nous montre, si vous voulez, le chiasme ou bien entre les deux, d'accord? Il nous montre la diapason, la fissure entre les deux parties, d'accord? Nous passons d'ici à ici, nous passons d'ici initial à. Alors, il y a lorsque ici, mais les plus communes, ce sont soudain ou bien un jour. Mais c'est parce qu'il y a deux types d'équilibre qu'on fait dans une... d'accord? Alors, je vais vous montrer ça. Pour l'équilibre que vous voulez souligner dans un récit, vous avez deux choix. Vous parlez de votre vie avant l'événement perturbateur. Bon, je peux vous donner ici l'exemple de Auchan que vous avez étudié l'année dernière dans le tronc commun. Alors dans Auchan, l'auteur nous décrit la vie des deux familles, d'accord, et il nous parle de chaque jour ce qu'ils faisaient, le dîner, qu'est-ce qu'ils avaient, combien ils avaient d'enfants. Donc il nous raconte la vie de ces personnages. Il nous dit, mais un jour, je crois, il a cité le mois, je ne me rappelle pas du mois, d'accord, mais un jour du mois 2, et il commence à raconter la perturbation. Par exemple, si on te demande, un jour vous avez déménagé, le mieux c'est de dire, je vivais à Essaouira, d'accord, j'y poursuivais mes études dans l'école telle, par exemple. Je reprends toujours l'exemple d'Essaouira, d'accord. Je ne suis pas d'Essaouira, je ne suis pas de Kala, d'accord. Alors, je choisis des villes au hasard et j'essaie de choisir des villes chaque fois. J'ai choisi Dakhla pour l'examen, j'ai déjà choisi le Nord, j'ai déjà choisi pour souligner que nous les Marocains, nous sommes tous frères, quelle que soit la région de laquelle nous venons. Et alors, je continue comme j'ai dit, tu vas dire, je vivais à Essaouira, un jour, mon père annonça que nous allions déménager. D'accord, alors ici, c'est la vie de tous les jours, coupée par l'indicateur chronologique, un jour. Et l'exemple de la ficelle, c'est le deuxième exemple. Donc, c'est... alors, vous savez, parfois les mots vous échappent, le nom du Oshkorn. Alors, Oshkorn, il se promenait, il venait au souk, il marchait dans le souk, il a vu une petite ficelle, il a ramassé cette ficelle, d'accord. Il y a des personnes qui considèrent que c'est l'événement perturbateur, considérant que c'est l'événement perturbateur, d'accord, parce qu'il y a d'autres qui considèrent que l'événement perturbateur, c'est lorsqu'on commence à crier, d'accord, publiquement que un portefeuille a été volé, d'accord. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est que on ne parle pas de toute la vie de Oshkorn, mais on est en train de raconter ce qui se passe juste avant l'événement perturbateur. Et bien sûr ici, puisqu'on parle d'un moment, on raconte 5 minutes ou bien 10 minutes avant le passage à la perturbation, on ne va pas dire un jour, mais nous sommes dans un jour. D'accord? Ici, c'est tous les jours, on coupe par un jour. Ici, c'est une action qui est en train de se passer pendant, je ne sais pas, 1 minute, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. On vient ici, on dit soudain. J'espère que j'ai été clair et que vous saurez comment choisir le bon équilibre, la bonne vie normale des personnages le jour de l'examen. Donc, alors, maintenant, nous avons... Oui. Et nous avons bien sûr l'emploi du passé simple. Pourquoi? Parce que c'est toujours des actions brèves, successives et finies qu'on a dans l'événement perturbateur. Et pour ce qui est bref, successif, qui se suit, ou bien fini, d'accord. Et la succession, notons, on parle toujours de succession, mais c'est une succession rapide, c'est pas une succession vraiment très lente. Alors, lorsqu'on a ces trois conditions, on doit avoir le passé simple. Donc, l'événement perturbateur, généralement, c'est le passé simple. Et on doit avoir un indicateur chronologique, on vient d'expliquer, soudain, pour souligner la dissension avec un événement étendu qui est en train de se passer, ou bien un jour pour montrer celle avec la vie de tous les jours. Bien, alors
ici, le reste du récit, je ne vais pas vous faire toutes les étapes parce que le reste du récit, vous devez respecter ces choses et terminer votre récit. Donc, tout d'abord, pour avoir un bon sujet narratif, il faut avoir de la narration, de la description et un petit dialogue si c'est possible. Donc, déjà, vous avez de la description dans votre introduction, mais il est très mauvais de ne pas couper votre narration par des passages descriptifs ou bien par des dialogues. Et il est très peu recommandé d'avoir de très longs dialogues. D'accord ? Alors, si vous respectez ces deux conditions, insérez de la description et des dialogues dans votre récit, ce sera très bon. Bien. Alors, je vais vous montrer ici. Nous sommes toujours dans veiller A. La première chose à laquelle il faut veiller, c'est varier entre description, dialogue et description. La deuxième, c'est ne pas résumer les événements importants. Alors, vous avez par exemple, on donne à quelqu'un, vous avez été volé, raconté. La plupart des élèves, lorsqu'ils vous racontent, qu'est-ce qu'ils disent ? Un jour, un voleur est entré dans notre maison, il a pris l'argent de l'armoire et il est sorti. Mon père est allé alerter la police, on l'a recherché, on l'a trouvé, on l'a mis en prison. Si tu racontes comme ça, tu finis ton récit et tu es seulement dans la deuxième ou bien dans la troisième ligne. Et c'est pas comme ça que font les auteurs lorsqu'ils racontent. Alors, il y a des moments où on doit faire rapidement. D'accord ? Bien. Mais il y a des moments où on doit faire ce qu'on appelle une scène dans le roman. La scène dans le roman, ce n'est pas la même chose que dans le théâtre. La scène dans le roman, c'est lorsque tu racontes les événements avec beaucoup de détails. D'accord ? Alors, il ne faut pas raconter les événements secondaires avec beaucoup de détails. Donc, ça, c'est mauvais. Mais un événement important, par exemple, les événements importants dans le récit qu'on vient de dire, c'est l'entrée du voleur à la maison, et la façon avec laquelle il a volé de l'argent. Alors, si on prend ces deux, bien sûr plus d'autres, si on prend ces deux, par exemple pour rentrer à la maison, au lieu de dire il entra à la maison, tu vas dire il s'approcha de la maison, se cacha dans le jardin, attendit que toutes les lumières s'éteignent avant de venir, de crocheter la porte, d'accord, de la pousser un petit peu, et de tendre l'oreille. Bon, je raconte avec beaucoup de détails, mais en essayant de faire bref, parce que si je veux raconter dans un récit, je ne vais pas raconter avec des phrases courtes comme ça. D'accord ? Donc, il crocheta la porte pour l'ouvrir, tendit l'oreille, et s'étant assuré que tout le monde dormait, il entra à la maison. Alors, vous remarquez, même avec des phrases très elliptiques, très brèves, j'ai écrit ici au moins 3 lignes ou bien 4 lignes pour raconter seulement l'entrée du voleur dans la maison. Pour dire qu'il a volé de l'argent dans l'armoire, il se dirigea vers les escaliers, posa le pied sur la première marche et s'arrêta un petit peu pour se rassurer de nouveau, ou bien pour s'assurer de nouveau du silence, et commença à pas de loup à monter les marches. Et tu racontes comment il est entré, comment il a ouvert l'armoire, quelqu'un a bougé, il s'est figé sur place pour ne réveiller personne, il a attendu, d'accord. Bon, ensuite il a pris de l'argent. Donc vous voyez, il faut raconter avec beaucoup de détails. Donc je vous donne ici l'exemple pour notre sujet qu'on a ici. D'accord. Mon père déchira le formulaire. Alors, par exemple, parmi les péripéties que vous aurez, l'étape qui est après l'événement perturbateur, ce sont les péripéties. Parmi les péripéties, tu vas dire que ton père a déchiré le formulaire. Bon, ici, regardez comment je vais faire. Je ne vais pas dire mon père déchira. Ça, c'est très important. C'est peut-être l'événement le plus important dans mon récit. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment très mal. C'est un acte vraiment tyrannique, dictatorial. D'accord ? Alors, ici, mon père tint le formulaire entre ses doigts. Il le tint, le verbe tenir. Me regarda fermement avec une moue réprobatrice. La moue, c'est lorsque tu tords le visage ou bien tu tords la bouche. D'accord ? Et déchira le formulaire. Et je donne des détails. En 2
Puis en 4, avant de le jeter dans une vieille poubelle d'un bleu délavé. Alors remarquez, on parle de la description. Vous avez dans la situation initiale la description, mais vous devez avancer aussi des descriptions lorsque vous êtes en train de raconter. Tu parles d'une poubelle, pourquoi ne pas ajouter une description de la poubelle? Et c'est à la description que nous allons venir ici. Bon, s'il y a un nouveau personnage important, tu dois le décrire. S'il est très important, tu fais son portrait, c'est-à-dire tu le décris avec des détails. Si c'est un personnage important, mais pas d'une très très grande importance dans le récit, bien sûr, pas dans la vie, donc alors là, tu le décris, mais avec une petite description, un petit peu comme on vient de faire pour la poubelle, parce que la poubelle ici est importante pour nous. Donc, les lieux. Alors, pour les lieux, c'est la même chose. Si tu as un lieu important, bon, ton père a déchiré ton formulaire et tu sors de la maison, tu vas au café, tu rencontres un ami, et c'est cet ami qui va te proposer une solution. D'accord? Alors, cet ami est très important, donc tu vas faire son portrait, et ce café est très important, c'est un lieu dans lequel se passent des choses intéressantes, tu vas faire aussi sa description. Alors, le portrait. Ça, bien sûr, c'est pour vous aider, mais je suppose, c'est ce que je suppose que pour l'argumentation, comme pour le récit, les élèves qui me suivent essentiellement en français, ce sont des élèves qui n'ont pas besoin de ces structures. Ces structures, c'est pour aider, et je les donne surtout à ceux à qui j'explique en arabe. Mais, s'il vous plaît, je vous conseille aussi de voir les vidéos en arabe. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en train d'expliquer, je n'ai pas quelque chose de préparé. Je prépare ce qui est écrit ici, mais lorsque je vais expliquer, c'est ce qui me vient par la tête. D'accord? Ce que Dieu veut que je vous donne. Alors, remarquez, parfois je n'explique pas quelque chose ici, en français, mais je l'explique en arabe. Je ne me rappelle pas très bien. Ah oui, alors, je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît, même si je diverge un peu. Un bon professeur, normalement, ne sort pas de son explication, d'accord? Mais c'est pour que vous soyez à pied d'égalité avec les autres. On a le mot événement. C'est un petit conseil que je leur ai donné pour la dictée, pour l'orthographe. Regardez, on a et, le son et on a une seule consonne, on a une, d'accord, et on a un E muet. Bon. Il y a une règle en français, lorsque vous avez ça, vous faites toujours, pas un accent aigu, mais un accent grave, comme ça. D'accord? C'est ça la règle. Par exemple, si tu dis il se lève, le lait, le E accent, ce sera avec un accent grave. Si tu dis, je sais pas, un élève, d'accord, j'ai pas un exemple avec une autre lettre dans la tête maintenant, d'accord, mais si tu dis par exemple élève, ce sera élève. Mais en français, c'est un cas spécifique ici, d'accord. En français, pour événement, on accepte les deux. Et le plus commun, c'est l'accent aigu. Même si, dans la règle de la grammaire, cet accent aigu, ce n'est pas quelque chose de juste. Même dans la prononciation aiguë, c'est long. Tu ne dis pas événement. Tu dis événement. Événement. Tu allonges le E. Pourquoi? Ce qui te fait allonger le E, c'est l'autre E muet. Bon, revenons maintenant. Comme j'ai dit, je leur montre aux élèves qui ont besoin de ça, je leur montre comment écrire avec avoir, comment faire une description avec avoir. Donc ici, il avait une taille. Donc on ajoute ici un adjectif. Bon, petite règle pour l'adjectif, c'est lorsque l'adjectif est court, plus court que le nom, ou bien il égale le nom, l'adjectif précède le nom. Mais lorsque l'adjectif est plus long que le nom, l'adjectif vient après le nom. Je dis par exemple, il a une petite taille, une grande taille, mais je dis une taille moyenne. Je ne dis pas une moyenne taille. Bon, vous remarquez, déjà, la langue trouve de la difficulté à dire moyenne taille.
Donc, si tu dis une petite taille, c'est très simple à prononcer, mais si tu dis une taille moyenne, donc ta langue trouve de la difficulté, d'accord? Et bien sûr, les élèves qui sont bons, il leur suffit de prononcer l'adjectif avant le nom et de prononcer l'adjectif après le nom. Ils vont savoir quelle est la meilleure place pour le placer. Donc, alors, je vais dire ici, il porte et portait une taille. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez étudié, les bons élèves, je crois que vous connaissez ça, vous avez étudié ce qu'on appelle l'ordre chronologique. Lorsqu'on veut, l'ordre descriptif, je m'excuse. Lorsqu'on veut raconter, on doit suivre un ordre. Donc ici, l'ordre, c'est du plus grand au plus petit. Lorsque tu passes au visage et à la tête, normalement, l'ordre, c'est la tête au visage, et lorsque tu passes au visage, ça devient le plus important ou moins important. Ce sont les yeux qu'on voit en premier, alors on décrit les yeux. Donc, bien sûr, le jour de l'examen, n'essayez pas de faire trop de descriptions. Faites le portrait, mais décrivez la taille, décrivez les vêtements et décrivez un ou deux traits, un ou deux organes du corps humain, d'accord? Alors, et porter une veste grise, bien sûr porter, ou bien mettait, ou bien était habillé, ou bien était vêtu, d'accord? Bon, alors, il avait une tête et des yeux. D'accord? Bien sûr, les 3 points, c'est pour montrer que vous allez ajouter des adjectifs. Une tête ronde et des yeux noirs. Avec être. On peut faire la description avec être. Sa taille était, plus la description de la taille, et il, ajoutez ici s'il vous plaît, oui, je l'ajoute moi-même, pourquoi pas. Et il portait une veste grise. Sa tête était, et ses yeux, alors remarquez, comme pour avoir, lorsque je dis il avait une tête, virgule, et des yeux, c'est parce que j'ai ici et il avait. Mais en français, si le sujet se répète dans des phrases séparées seulement par une virgule, il allait à l'école et il prenait ses affaires. Elle allait à l'école, virgule, prenait ses affaires, virgule, et se mettait à écouter le professeur. Donc ici, le sujet se répète, on le dit la première fois et on l'efface. Bon, si le même verbe se répète, on efface le verbe et on garde seulement le complément. Donc ici, j'ai le sujet et le verbe qui se répètent, on les efface, et c'est la même chose ici. Le verbe, il se répète, et ses yeux étaient, donc à l'origine, c'était, et ses yeux était. Mais puisque j'ai été et été, je garde le premier, j'efface le dernier. Donc, bien sûr, tout à l'heure, je vous ai dit, un bon professeur ne dérive pas de sa leçon, mais ça, c'est dans la leçon. Vous êtes en train d'écrire une expression écrite, vous faites une description, et vous devez connaître ces choses pour faire une bonne description. Alors, la description simple, lorsque tu veux faire une description, tu ajoutes une description. Donc la description simple, c'est une description que je peux ajouter ou bien à ma mère ou bien à la cuisine. D'accord. Alors, on va voir les descriptions ajoutées à la mère, et pour les descriptions ajoutées à la cuisine, on les fait de la même façon, mais on les met ici, donc il n'y a pas de problème. Donc pour ma mère, on doit le mettre entre ma mère et le verbe. D'accord. Alors, on va ajouter ici une proposition. Et bien sûr, la phrase en français commence par une majuscule et se termine d'accord. La phrase en français, elle commence par une majuscule et se termine par un point. D'accord. Alors, si tu as une petite phrase à l'intérieur, comme ici, donc, cette petite phrase s'appelle une proposition. Donc, ça s'appelle la proposition ici. Bien sûr, ça devient la proposition 2. Et cette phrase qui était ici, une phrase, donc ici c'est une phrase. Pourquoi? Parce qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point. D'accord. Mais ici, ce n'est plus une phrase, même si c'est la même chose. Ça devient la proposition numéro 1. Je suis du genre de professeur qui pense que
la bonne grammaire ne s'enseigne pas essentiellement dans des leçons réservées à la grammaire, mais pour être bon en grammaire, donc j'ai écrit avec deux M ou bien non, je ne sais pas. Alors, la bonne grammaire, c'est lorsque vous travaillez la grammaire au milieu de toutes les leçons, bien intégré dans toutes les leçons, parce que là, vous sentez vraiment que la grammaire, c'est de la communication, c'est pas simplement des leçons sèches et vides. Alors, remarquons maintenant la première phrase. Qui? Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ça s'appelle un pronom relatif. Soyez assurés que lorsqu'on fait une leçon sur les pronoms relatifs, généralement, on ne sait pas comment utiliser les pronoms relatifs dans des phrases. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment l'utiliser. Pas que l'élève sache tout ce qui se rapporte aux pronoms relatifs, parce que beaucoup de personnes maintenant parlent très bien français, elles ont oublié la grammaire. Par exemple, moi, je parle très très bien l'arabe, mais j'ai oublié les règles de grammaire de l'arabe. Je ne peux plus me rappeler de bedel ou bien, d'accord? Donc ces choses-là, c'est déjà passé. Mais si j'ai à utiliser une phrase avec un bedel, comme je viens de l'appeler, si j'utilisais une phrase sans m'en rendre compte, je vais utiliser cette phrase de façon juste, correcte. Pourquoi? Parce que j'ai intériorisé les règles. D'accord? Elles sont dans ma tête, elles sont dans les structures que j'utilise, d'accord? Et c'est le rôle de la grammaire. La grammaire, normalement, c'est pas pour que vous vous en rappeliez, sauf si vous voulez être spécialisé dans la langue. Mais c'est pour apprendre à l'utiliser dans des contextes, et c'est pas un problème si vous l'oubliez après. Je vous assure que nombre de gens qui parlent très bien voilà, d'accord, qui parlent très bien français, alors excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, beaucoup de personnes qui parlent très bien français ne maîtrisent plus très bien la grammaire. Ils l'ont maîtrisé lorsqu'ils étaient petits, mais ils l'ont oublié avec le temps, d'accord? Donc, ça fait 3 ans que je n'enseigne plus en classe. Il y a déjà certaines choses qui commencent à m'échapper, ou bien je commence à douter de ces choses, ou bien, d'accord? Donc, c'est tout à fait normal. Avec le temps, beaucoup de choses s'effacent. Bien, mais bien sûr, la langue, si vous arrivez à acquérir la langue, même si je ne parle plus français pendant 20 ans, je vais parler français. Le jour où je voudrais parler français, je vais parler français. Alors, s'il vous plaît, avec qui? Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui? Ajoutez une phrase ayant pour sujet celui de la phrase d'origine, ou bien le mot que vous allez mettre près d'eux. Alors, si vous voulez décrire ma mère, il faut ajouter une phrase avec ma mère comme sujet. Ma mère avait tout entendu. C'est ça la phrase. Ma mère avait tout entendu. Donc, qu'est-ce que je fais? Le sujet qui est ma mère, qui est répété, je l'efface, je mets à sa place qui, et je mets le qui ici. Qui, s'il vous plaît, c'est minuscule. Lorsque vous êtes en train d'écrire, tu écris qui minuscule. Lorsque tu appuies sur espace dans le clavier, le qui devient majuscule. Le culon devient majuscule. D'accord? Et j'ai oublié de le corriger. Ici, la même chose pour ajouter. Et alors, maintenant, comme j'ai dit, ma mère avait tout entendu. Donc, ma mère qui avait tout entendu. Si j'ai la cuisine ici, écrivez une phrase avec la cuisine comme sujet, effacez la cuisine et mettez qui. Par exemple, la cuisine se trouvait près du salon. D'accord? Donc, cette phrase, la cuisine se trouvait près du salon, tu vas dire qui se trouvait près du salon. Bien, on va voir un autre type maintenant de description. C'est avec don. Et regardez, ma mère, dont le beau visage était rond, a couru. Donc la phrase d'origine c'était ma mère a couru de la cuisine. On a ajouté cette phrase avec don. Donc la phrase avec don, il faut avoir comme sujet de cette phrase un organe, ou bien une partie, ou bien une caractéristique. Donc, ma mère, je peux dire dans le visage, dans le nez, dans la bouche, dans les vêtements,
donc la gentillesse, donc la tristesse, donc le bonheur. Donc ça peut être une partie matérielle, ça peut être une caractéristique, une qualité. Bien. Alors, si je veux par exemple décrire un homme, je vais dire dans le visage, ou bien dans les yeux, ou bien dans les vêtements, ou bien dans le caractère, ou bien sûr avec une phrase. Donc le visage était rond, donc les yeux scintillaient dans la lumière, donc les vêtements ressemblaient à ceux d'un vagabond, donc le caractère était celui d'un chien, si c'est quelqu'un de mauvais, donc la gentillesse était vraiment marquante. Donc tu choisis une phrase avec une partie de cet homme, ou bien une caractéristique de cet homme, et tu mets don. Donc, je crois que c'est clair. Il nous reste à faire la même chose, quelque chose qui ressemble aussi à don. Donc, à la place de don, tu peux avoir juste la préposition à. Bien sûr, au signifie à le, et au signifie aller. Si tu dis au beau visage, à la belle figure, aux beaux yeux avec X. Donc, à les yeux devient aux yeux, à la figure reste à la figure, à le visage devient au visage. Bien, alors, maintenant, c'est la même chose. Bien sûr, il faut avoir ici une phrase nominale, on n'a pas de verbe. Donc, on avait dont le beau visage était rond, ici au beau visage rond. À la veste grise, aux yeux noirs, au nez aquilin, à la gentillesse marquante, au caractère d'agneau, pour quelqu'un de résigné, par exemple un élève qui ne peut pas contester. Alors, au caractère résigné. Donc, alors, je crois que c'est clair. Maintenant, homme, c'est la même chose. Ce qu'on a fait avec don plus une phrase verbale, on le fait avec a plus phrase nominale. Bon, la cuisine, c'est la même chose. Vous pouvez dire la cuisine au potager blanc. À la fenêtre peinte en bleu. D'accord, aux casseroles, jetées pêle-mêle. Bon, ce que tu veux. Et, s'il vous plaît, pour le lieu, vous pouvez aussi ajouter quelque chose. Vous pouvez ajouter une phrase avec ce lieu qui est un complément circonstanciel de lieu. Je parle bien sûr aux élèves qui sont bons. Tu peux donner une phrase avec cuisine, complément circonstanciel de lieu. Tu effaces cette cuisine et tu mets où. Ou bien sûr avec accent. Ma mère prépare, ou bien mon petit frère prend son déjeuner dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est un complément circonstanciel, tu peux dire la cuisine où mon petit frère prend son déjeuner. Bien. Alors, c'est juste une petite remarque si vous êtes bon ou bien excellent en français. Alors, il me reste le paragraphe argumentatif. Je passe rapidement. Une expression d'opinion avec un mot soulignant la conclusion, parce que ta conclusion, ce sera le commentaire, ce sera l'argumentation que tu vas avancer. Enfin, je pense que, quoi ? Que les adultes ne devraient pas imposer leurs décisions, ils doivent juste conseiller les jeunes et les enfants, et que ces derniers doivent prendre en considération les conseils des adultes, avant de prendre leurs propres décisions. Donc ça, c'est mon opinion. Donc, je formule mon opinion. Et tu peux ajouter des arguments si tu penses à des arguments. D'accord ? Par exemple, car un enfant qui prend, ou bien un jeune qui prend l'habitude de recevoir des ordres, devient une personne faible et résignée dans la société. Deuxième réaction envers la sévérité des parents, car la sévérité des parents peut pousser certains enfants à la rébellion. S'il a une personnalité forte, il peut se rebeller, il peut ne pas accepter, se révolter. D'accord ? Et si c'est quelqu'un qui a une personnalité faible, il va devenir quelqu'un de résigné. D'accord ? J'insiste s'il vous plaît sur tout ça, parce que parfois
on comprend mal ce que c'est qu'être bien éduqué. Être bien éduqué, ça englobe deux choses. Ça englobe être fort, mais poli à la mesure du possible, parce qu'il y a des limites, pas avec les parents, mais avec les autres gens, il y a des limites après lesquelles on a le droit de ne plus être poli, d'accord? Mais il faut être fort. Alors, il y a des personnes qui sont vraiment très résignées, très faibles, d'accord? Et ce caractère, il est admiré, d'accord? Ce caractère, il est admiré par les adultes. Les adultes, ils disent, cet enfant, il est très très bien éduqué, d'accord? Alors, et l'enfant, en écoutant ces choses, il grandit en ayant l'impression d'être vraiment quelqu'un de très bon. Oui, tu es bon, c'est vrai, mais tu es faible. Tu as un côté négatif, d'accord? Celui-là, il est plus bien éduqué que toi, d'accord? Il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce point faible. Il a la force. Si quelqu'un est fort et il est impoli, il est plus mauvais que ces deux-là. D'accord? Si je veux, donc, impoli ici. Donc, si je veux classer, ça, c'est, d'accord, c'est plus. Et celui-là, c'est plus. Et celui-là, c'est moins. Bien, alors, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Quelques arguments, tu peux ajouter quelques arguments pour, bien sûr, expandre ton opinion, pour l'étoffer. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, tout en vous exprimant tous mes vœux de réussite et de bonheur.